C'est cet homme californien accusé d'avoir tué 4 étudiantes avec sa BMW lancée à toute vitesse sur la célèbre Pacific Coast Highway le long de la côte. Les procureurs disent que ce n'était pas un accident, c'était bien plus que cela. Frazier Baum est inculpé de 4 chefs de meurtre pour ce qui serait arrivé aux étudiantes de Pepperdine lors d'une nuit d'octobre 2023. Le meurtre exige la preuve d'un état d'esprit très particulier. Ils l'ont soutenu. Il y avait un contre-argument que nous ne pouvions pas avancer parce qu'ils ne nous ont pas fourni les données et les informations. Baum pourrait passer des années en prison s'il est reconnu coupable, mais l'un des plus grands noms de la défense pénale est de son côté. Et cette semaine, son avocat a fait des déclarations choquantes au tribunal dans l'espoir de changer le cours de cette affaire. Nous enquêtons sur l'affaire, présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Le prévenu dans l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, Frazier Baum, fait face au même nombre d'accusations de meurtre que Bryan Kohberger dans l'Idaho. L'avocat de Frazier Baum, Alan Jackson, l'a évoqué lors d'une précédente audience au tribunal, car il soutient qu'il ne devrait pas s'agir d'une affaire impliquant des accusations de meurtre. Mon Dieu, cette affaire, je l'ai déjà dit, je le répète, est profondément tragique. Et on ne saurait trop insister là-dessus. La tragédie ne peut tenir lieu de motif suffisant pour des accusations de meurtre. Alan Jackson défendait une requête visant à faire abandonner les accusations de meurtre cette semaine devant un tribunal à Malibu. Nous reviendrons bientôt sur ses propos et la décision du juge. Si Alan Jackson vous paraît familier, vous vous en souvenez peut-être. C'est l'avocat qui a représenté Karen Reed. C'est l'un des plus grands noms de la défense pénale. Et avant de parler de ce qu'il a dit au tribunal cette semaine, je veux revenir à octobre 2023. C'est à ce moment-là que cette tragédie s'est produite. Et c'est là que nous devons commencer lorsque nous parlons de cette affaire. À cette époque, Frazier Baum avait 20 ans. Et il était au volant d'une BMW que ses parents lui avaient offerte pour son 16e anniversaire. Et Frazier aurait roulé à 104 miles à l'heure, dans une zone limitée à 45 miles à l'heure. Frazier aurait apparemment roulé à grande vitesse sur la Pacific Coast Highway. Si vous êtes déjà allé sur la côte ouest, c'est vraiment pittoresque. C'est un tronçon de route dangereux longeant directement l'océan Pacifique. Et la plupart des photos que nous avons trouvées de la PCH datent d'après les incendies de forêt de janvier 2020. Mais en regardant celle-ci, vous comprenez le genre de route où tout cela s'est passé. Et c'était le 17 octobre. 2023. Frazier Baum roulait apparemment à plus du double de la limite de vitesse. Ces 4 filles sortaient d'une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence de la PCH. Niam Ralston, 20 ans. Peyton Stewart, 21 ans. Aja Weir, 21 ans. Et Deslyn Williams, 21 ans. Les 4 jeunes femmes étaient membres de la même sororité à Pepperdine. Elles étaient en dernière année. Elles étaient à seulement quelques mois d'obtenir leur diplôme universitaire et de continuer leur chemin. Elles ne faisaient en réalité que commencer leur vie d'adulte. La police dit que Baum les a percutées en voiture et les 4 jeunes filles sont mortes. Et la portion d'autoroute où Baum les a percutées est connue sous le nom de Dead Man's Curve. Selon KABC, c'est un tronçon de la PCH où la plupart des accidents de voiture se produisent. Baum a été arrêté une semaine plus tard. Gérer une entreprise est déjà complexe, surtout quand il faut tout faire soi-même ou utiliser plusieurs applications qui ne communiquent pas entre elles. C'est là qu'intervient Odoo, notre partenaire et sponsor. Odoo est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un avec une suite complète d'applications intégrées qui connectent parfaitement toutes vos opérations, de la vente et la comptabilité à la production et même à l'expédition. Odoo peut générer automatiquement des documents professionnels, bons de commande, factures et factures fournisseurs au design élégant. Il peut attribuer des équipes de vente et envoyer des emails à chaque étape du processus. Et même utiliser l'IA pour générer des rapports facilitant la prise de décision. Pour la fabrication, leurs applications synchronisent stocks et production en temps réel avec les achats pour éviter toute rupture de stock. En comptabilité aussi, tout est automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA
pour économiser des centaines d'heures. Le mieux, c'est que vous pouvez choisir votre application et créer des flux personnalisés. Ainsi, tout est entièrement adapté aux besoins de votre entreprise. Faites évoluer votre entreprise avec une consultation gratuite d'un expert Odoo sur odoo.com/odoo.com/OTC. Fraser Baum a aussi été inculpé d'autres chefs que les 4 chefs d'accusation d'homicide involontaire au volant. Il fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre. Les procureurs affirment que Fraser est passé de 93 000 le à l'heure à 104 000 le à l'heure en seulement 2,5 secondes avant de percuter les filles. C'est selon les données de la soi-disant boîte noire de la BMW. Et les procureurs soutiennent que cette accélération prouve qu'il conduisait d'une manière telle que cet accident ne devrait pas être considéré comme un simple accident. Il devrait être considéré comme un meurtre. Au tribunal cette semaine, la défense de Baum, cependant, a soutenu qu'il y avait des preuves clés qui n'ont pas été présentées lors d'une audience préliminaire où un juge a estimé qu'il y avait suffisamment de motifs raisonnables pour que les accusations de meurtre soient maintenues. Et maintenant, Alan Jackson soutient que ces 4 chefs d'accusation de meurtre devraient être abandonnés. Il ne demande pas l'abandon des accusations d'homicide involontaire avec négligence grave auxquelles son client fait face. Uniquement les chefs de meurtre. Voici ce qu'il a dit. La requête demande au tribunal de rejeter les chefs d'accusation du 1er au 4e et uniquement ceux-là, les chefs d'accusation de meurtre, parce que l'audience préliminaire sur ces chefs d'accusation et uniquement sur cela, selon cette requête, a été fondamentalement compromise. Le ministère public a retenu les preuves mêmes qui auraient permis à la défense de démontrer lors de l'audience préliminaire que l'excès de vitesse sur ce tronçon particulier de la PCH, même si cela peut être dangereux, voire téméraire, ne l'était pas historiquement ou objectivement. Un acte dont la conséquence naturelle et probable impliquait un degré élevé de probabilité de mort. Il ne s'agit pas de déterminer si la collision a été dévastatrice. Tout le monde ici le sait. Il ne s'agit pas non plus de juger si l'excès de vitesse est intrinsèquement dangereux. C'est certain, nous sommes tous d'accord. Mais le meurtre fondé sur la malice implicite exige plus qu'une simple tragédie et plus qu'un simple danger. Agor, pour rappeler cette norme essentielle. Il faut prouver que les conséquences naturelles et probables de cet acte, et de cet acte seul, comme l'a dit un tribunal, sont presque certaines de causer la mort. C'est la limite entre l'homicide involontaire aggravé au volant et le meurtre. Et c'est les éléments de preuve que l'accusation n'a pas communiqués à la défense. Et c'est les éléments de preuve qui portent directement sur cette distinction. Le moyen procédural à notre disposition, comme l'a indiqué la Cour dans la requête Stanton, il s'agit d'une requête de common law visant au rejet. Cela compte. Et cela soulève des questions constitutionnelles. La requête est large, à la fois comme une requête de common law pour rejeter, et dans la mesure où cela s'applique, une requête 995 renouvelée. La loi californienne reconnaît précisément ce recours. Elle le reconnaît pour une raison. Car lorsque le refus de éléments de preuve déterminants empêche la défense d'exercer un droit substantiel au nom de M. Baum, c'est le recours approprié. Voici le tribunal. L'audience préliminaire, comme le tribunal le sait, ce n'est pas une simple formalité. Elle existe pour écarter les accusations non fondées et graves avant que l'accusé ne soit contraint de comparaître pour ses chefs d'accusation. La défense peut confronter et interroger les témoins, de le faire efficacement, de présenter des preuves pour sa défense, de contester les preuves de l'accusation et de réfuter les éléments des charges. Et lorsque des preuves favorables sont retenues lors de l'audience préliminaire, dire « ce n'est pas grave, ils l'ont et peuvent l'utiliser avant le procès » ne répare pas le préjudice. Le préjudice, c'est que la décision du juge Edberg sur la cause probable, 3 étages plus bas, sa décision sur la cause probable a été prise sur la base d'un dossier incomplet et des droits statutaires et constitutionnels de M. Baum pour l'audience préliminaire. Lors de l'audience préliminaire, ils lui ont été refusés au moment crucial. Maintenant, lorsque vous examinez certains des faits de cette affaire qui ont été présentés devant le tribunal jusqu'à présent, la raison pour laquelle Frazier Baum allait aussi vite est très importante pour la suite de ce procès. Les procureurs affirment qu'un homme nommé Victor Colandra a remarqué que Frazier Baum roulait trop vite avant l'accident. Il aurait dit à Baum de ralentir à un feu rouge avant que Frazier ne redémarre en trombe et ne s'écrase peu de temps après. Le journal Pepperdine Graphic rapporte que Victor Colandra affirme que lorsqu'il s'est retrouvé avec Baum à ce feu rouge,
Il regarde à côté de lui et il voit Fraser Baum dans la voiture. Il affirme que Fraser avait son portable entre les jambes, sous le volant, peut-être en train d'envoyer des messages. Et puis il aurait dit à Fraser, je cite, « Hé, tu dois faire attention, tu vas te blesser. » Il affirme que le feu est passé au vert et que Fraser Baum a accéléré. Quelques secondes après, il a percuté les 4 filles, qui sont mortes. Mais Alan Jackson conteste ce récit présenté par les procureurs. Il affirme que Calandra a menti sur ce qu'il a vu cette nuit-là, et il prétend qu'il existe des données de téléphone portable qui le prouvent. Lors de l'audience préliminaire, l'accusation s'est quasiment uniquement fondée sur le témoignage de M. Colandra pour présenter M. Bombe d'une manière très précise comme étant irresponsable et distrait juste avant la collision. M. Colandra a témoigné que M. Ball envoyait des messages sur son téléphone, que ce téléphone était entre ses jambes, sous le volant, et que ses pouces bougeaient sur le clavier. Les données du téléphone, produites et analysées plus tard par un expert en criminalistique, ont complètement contredit ce témoignage. Ce téléphone était verrouillé à partir de 20h15 et 59 secondes jusqu'à 20h30 et 6 secondes. Il n'y a eu aucune interaction de l'utilisateur avec cet appareil pendant les 15 minutes précédant l'accident. L'expert a établi sans aucun doute que le témoignage de M. Coulondra était faux. Lorsqu'il a suggéré qu'il avait personnellement vu M. Bombe utiliser ses 2 pouces, en quelque sorte, lorsqu'il a affirmé avoir vu M. Bombe taper frénétiquement sur le clavier avec ses 2 pouces pour envoyer des messages, c'était en fait un mensonge. Vous ne pouviez pas le voir car il n'y avait pas d'envoi de message. Il n'y avait aucune interaction. Et cela pousse à se demander pourquoi M. Colandra a pensé qu'il était prudent de mentir sous serment ou de mentir aux autorités à ce sujet. Nous garderons cela, évidemment. Nous garderons cet argument pour un autre jour. Donc cette semaine, après qu'Alan Jackson ait fait ses accusations, voici comment l'accusation a répliqué. Donc, la Cour comprend sur le plan procédural que le téléphone était en possession de certaines personnes. Le bureau du shérif tentait de déverrouiller le téléphone parce que nous n'avions pas le mot de passe. Donc, nous avions le téléphone, mais ce dont nous parlons vraiment ici, c'est des données chiffrées qui s'y trouvaient. Les gens ont pu obtenir une extraction partielle des données de ce téléphone, pas le téléchargement complet, parce que nous n'avions pas le mot de passe. Nous avons informé la défense qu'il ne s'agissait pas d'une extraction complète. Nous avons fourni à la défense ce que nous avons pu en extraire avant l'audience préliminaire. Ils avaient ces données. Cela montrait qu'il n'y avait ni message, ni appel, ni interaction avec des applications pendant la période juste avant la collision. Donc, la défense le savait. Et cela a été utilisé dans le cadre de leur tentative de discréditer Victor Colandra. Parce que Victor Colandra, avant, puis lors de l'audience préliminaire, a déclaré que le prévenu envoyait des messages. C'était son témoignage, à savoir que « Je suis sorti et j'ai demandé. » Comment le sais-tu? Je ne sais pas s'il l'est. La question est de savoir s'il pouvait vraiment, depuis la position où il se trouvait, dire que l'accusé était réellement en train d'envoyer des messages sur son téléphone. Et il a été contre-interrogé là-dessus par la défense. Et là, l'utilisation des données téléphoniques que la défense dit que nous n'aurions jamais dû utiliser. C'était lorsque la défense a demandé un accord. Au fait qu'il n'y avait ni texto ni appel qui sont passés à ce moment-là. Sur la base des preuves, l'accusation était tout à fait disposée à le faire, car c'était ce que montraient les preuves. Et c'est toujours ce que montrent les preuves. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pu, en obtenant le téléphone et le code de déverrouillage, ce qui s'est produit après l'audience préliminaire, et nous avons eu une audience ici au tribunal à ce sujet, et c'est à ce moment-là que le tribunal a ordonné que cela soit fait. D'une manière ou d'une autre, ces informations supplémentaires font maintenant de Victor Colandra un menteur, ce qui remet en cause l'ensemble du dossier de l'accusation. Baum aurait aussi affirmé aux enquêteurs après l'accident que heurter les 4 filles était accidentel.
Il dit qu'il a dû dévier parce qu'il essayait d'éviter de heurter une voiture qui se trouvait à côté de lui et qui avait déjà percuté son rétroviseur côté conducteur. Les procureurs disent avoir retrouvé l'autre voiture. Ils disent qu'elle n'avait aucun dégât. Les procureurs disent aussi que Fraser Baum savait que l'excès de vitesse pouvait avoir des conséquences tragiques et mortelles. Parce qu'ils affirment que Fraser Baum a parlé aux adjoints du shérif après l'accident, et il leur a parlé d'une expérience où ses amis étaient morts dans un accident de voiture. Les procureurs disent qu'il a évoqué cela de lui-même parce qu'on lui a demandé s'il connaissait l'expression « la vitesse tue ». Voici ce que Jackson a dit à ce sujet. Ils ont utilisé l'accident de son ami pour affirmer que ses amis sont morts dans un accident de voiture à cause de la vitesse. Monsieur Baum saurait que l'excès de vitesse entraîne des décès. Sauf qu'au moment où les gens ont avancé cet argument, il y était également en possession d'un rapport de police qui indiquait que la cause principale de la mort tragique de son ami était la conduite en état d'ivresse. Ce n'était pas l'excès de vitesse. La cause principale était que son ami conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0,12. Il détenait ce rapport, mais il n'a jamais été remis à la défense avant ou pendant l'audience préliminaire. Cette semaine, Jackson a aussi affirmé que la vitesse excessive est un problème chronique sur ce tronçon de la Pacific Coast Highway et que l'accusation aurait dû transmettre des données clés lors de l'audience préliminaire. Voici certains des faits liés aux informations disculpatoires que nous avons présentés dans de nombreux éléments de preuve devant le tribunal. Après la fin de l'audience préliminaire, une fois tout réglé et l'affaire terminée, la défense a obtenu ce que l'accusation n'avait pas produit. Les données de collision, les rapports de Caltrans, les rapports du shérif, les rapports du poste de Lost Hills, des rapports du groupe de travail CHP Malibu, documents de la ville de Malibu. Capitaine C2, comme le tribunal le sait désormais, était le capitaine du poste de Lost Hills. Son témoignage lors de la déposition, ses documents de présentation à la ville, les documents relatifs au projet de loi du Sénat 1270, 1297, l'étude de sécurité Stantec, une analyse d'experts. Ce n'est qu'un échantillon des éléments que nous avons récupérés. Tous obtenus par nos soins, et tous étaient sous la garde et le contrôle du parquet avant l'audience préliminaire. Et l'image que ces données donnent est sensiblement différente de celle qui a été présentée lors de l'audience préliminaire. Les preuves que nous avons présentées et que nous avons maintenant découvertes montrent qu'il y a un excès de vitesse chronique sur la PCH. Elles montrent qu'il y a des collisions récurrentes, les unes après les autres. Elles montrent que les autorités reconnaissent ces problèmes d'excès de vitesse et ces collisions récurrentes, ainsi que la reconnaissance par le gouvernement d'un grave problème de sécurité routière à Malibu et sur ce tronçon en particulier. Mais surtout, et c'est le plus important, ces données montrent également que les collisions mortelles sont rares. Pas seulement rares, monsieur le juge, mais extrêmement rares par rapport au volume d'excès de vitesse, au nombre de contraventions, au nombre de collisions. Sur ce tronçon précis de 0,8 miles, et c'est ici que je vais commencer à étayer mon argument avec le PowerPoint pour donner à la Cour quelques éléments visuels. Sur ce tronçon précis de 0,8 miles entre Carbon Canyon Road et Los Flores Canyon. Au cours des 10 années précédant cette affaire, Sweeters, comme la Cour le sait, il s'agit du Statewide Integrated Traffic Record System, Sweeters, a identifié 129 collisions signalées. La liste réelle des affaires l'établit, et le rapport du gouvernement lui-même l'établit, et cela provient de la propre base de données du gouvernement, pas d'une base de données que nous avons créée, une base de données qu'ils ont créée et possèdent. Ensuite, Caltrans a produit environ 50 rapports de collision supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans les données de Sweeters. Donc nous avons 129 rapports de Sweeters et 50 supplémentaires de Caltrans. Obtenus par assignation de la défense après l'audience préliminaire, cela n'a jamais été produit lors de la communication de preuves. En tout, cela fait environ 179 collisions sur le même tronçon de route au cours de 10 ans. La seule collision mortelle dans cet ensemble de données combinées est cette affaire. La seule collision mortelle, c'est cette affaire. Cela touche directement l'élément objectif, monsieur le juge. Toute la théorie de l'accusation lors de l'audience préliminaire
reposait sur le fait de considérer la vitesse excessive sur ce tronçon de route comme un comportement dont les conséquences naturelles et probables impliquaient une forte probabilité de mort. C'était leur théorie. Ils ne peuvent ni y échapper, ni s'y soustraire. Ils l'ont dit, ils l'ont théorisé. C'est ce qu'ils ont montré au juge Edberg. Mais l'historique non divulgué des autorités, les 10 années de données gouvernementales, montrent exactement le contraire. Excès de vitesse répété, Edward répété, et pas une seule autre collision mortelle. En 10 ans, sur ce tronçon de route, pas une seule. Nous n'avions pas ces données pour défendre ce point devant le juge Edberg à l'audience préliminaire. Les procureurs ont répondu en affirmant que les preuves n'avaient pas été dissimulées. Le cadre de ce dont nous parlons est fondamentalement ce qui est requis. Il semble que la défense ait d'abord soutenu qu'il y avait 2 violations, et maintenant ils ont évoqué une 3e, à savoir que certaines personnes n'ont pas fourni de preuves, ce qui leur est favorable. Il semble que ce soit les contraventions, les informations statistiques, les rapports du shérif concernant les collisions sur la PCH. Aucun d'entre eux n'impliquait le prévenu. Voilà pour le premier point. La deuxième, c'est le téléphone qui appartenait au prévenu et qui était sous la garde de la police. Enfin, la troisième, que je vais rapidement évoquer, car je pense que peut être facilement réglé. Il s'agit du rapport du bureau du shérif du comté de Ventura qui indique que la conduite en état d'ivresse est le facteur principal de la collision et du décès de M. Ocean. Et il indique également la vitesse. Maintenant, ce troisième point concerne spécifiquement la connaissance subjective du défendeur. Il le savait parce qu'on lui a posé la question. Connaissez-vous l'expression « la vitesse tue » et il a évoqué cette information. Sa compréhension du danger que représente la vitesse pour la vie humaine et ce qui est important pour l'aspect subjectif. Il mentionne d'autres facteurs impliqués et précise ne pas tout connaître de l'histoire. C'est dans l'entretien qu'il donne avec les adjoints du shérif. Mais ce qui est important dans ce cas, c'est sa compréhension, à savoir que la vitesse a été un facteur dans la mort de ses amis. Et en effet, c'était le cas. Donc, je ne vois pas comment les autres informations peuvent servir à modifier sa connaissance après coup. L'autre chose que nous devons examiner, c'est sur quoi le tribunal se base pour considérer que ce sont, comme l'allègue la défense, que ces éléments sont favorables à la défense. Et donc, beaucoup de cette représentation repose sur le fait que la vitesse à elle seule, premièrement, c'est la thèse de l'accusation, et deuxièmement, c'est la norme selon laquelle les tribunaux apprécient la malice implicite. Aucune de ces deux choses n'est vraie. Ce n'était pas vrai au moment où l'affaire s'est produite, ni lorsqu'elle a été déposée. Ce n'était pas vrai à l'audience préliminaire, ni aujourd'hui. Et ça ne sera pas au procès. Voici ce que le juge a dit à propos du maintien de ces accusations de meurtre. À mon avis, les preuves non divulguées n'excluent pas la possibilité d'un degré élevé de probabilité de décès. Et elles peuvent même soutenir la conclusion que les actes de l'accusé sont des actes dont les conséquences naturelles et probables sont dangereuses pour la vie humaine, car ils présentent une forte probabilité de causer la mort. L'accusé n'a pas été privé d'un droit substantiel à l'audience préliminaire, car l'accusation n'avait aucune obligation constitutionnelle de divulguer les éléments de preuve en cause. Cela seul impose ou exige un rejet de cette requête. Le tribunal n'a même pas besoin d'aborder la question de savoir si les preuves en question auraient influencé les magistrats ou auraient pu influencer la décision du magistrat concernant l'existence d'un motif raisonnable, comme le droit de l'accusé à un non-lieu. Mais même en supposant, je sais qu'on peut soutenir que ces preuves devaient communiquer à la défense, selon Grady ou d'autres lois sur la communication des preuves. L'ajout des preuves non divulguées aux éléments entendus par le juge n'aurait pas affecté la décision relative à l'existence d'un motif raisonnable dans cette affaire. La requête est respectueusement rejetée.
Ainsi, Frazier-Baum continuera d'être inculpé de meurtre et de 4 chefs d'homicide involontaire avec négligence grave. Son procès est prévu pour le 5 septembre. C'est tout pour l'affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.